Senpai Cinéma. Hey, bonjour tout le monde. Je suis accompagné de mon bon ami Pascal. Pascal, Salut. cette semaine, de quoi qu'on parle? Cette semaine, on va parler d'un film japonais historique qui date de 1969 qui s'appelle Ito Kiri, ou aussi connu sur le titre Tenchu. Et voilà, Tenchu qui est châtiment. Châtiment divin. Ten étant le paradis, Chu c'est le kanji pour châtiment, Itokiri c'est Ito c'est personne, Kiri c'est découpé, fait que genre découpeur d'homme. Mais excuse-moi de te corriger. Ah, en tout cas. C'est un film dans l'esprit des Chanbara. Chanbara, tu peux y aller, là. Je pense que ça désigne le bruit de la lame, quelque chose du genre, là, Chanbara Bara ou Chan Chan. C'est comme une composition de deux mots. Ah, Je pense que celle-là, tu me c'est- perds sérieusement. Là, ça me dit de quoi, mais je suis jamais allé chercher plus loin que avoir du fun à écouter le film là-dessus. Ben, sinon, c'est ça, Chanbara aussi. Il y a eu plusieurs applications. Sinon, c'est le Ken Geki aussi, qui est le film de sabre. Ou encore Jedi Geki, qui est le film historique qui se recoupe avec ça. Parce que c'est un film historique. Je pense que je vais te laisser y aller avec parler du contexte du film. Ouais, ben le contexte historique, moi je le trouve vraiment intéressant parce que ben là, on a eu Shogun qui vient de revoir une réadaptation qui semble être populaire sur je me souviens plus quelle streaming plateforme que je suis pas abonné. Mm. Euh, Et je pense. puis Probablement pour ça que je l'écoute pas. mais il y a comme deux époques de samouraï connues, puis de notre point de vue occidentaliste, un peu difficile de les discerner. Ouais. Mais en gros, c'est que tu as eu le Sengoku Era où ce que Shogun se place, puis dans le fond, c'est que le territoire japonais est divisé en différentes provinces qui sont majoritairement dirigées par des familles. Et t'as Nobunaga, qui porte un autre nom dans Shogun, Mhm. mais qui est un personnage récurrent dans beaucoup de jeux vidéo. Il réussit à unifier le Japon et euh, il transforme un peu. Oui, il réussit à unifier le Japon, mais malheureusement, du moins pour la plupart des citoyens du Japon, euh, le pouvoir qui appartenait à l'empereur est principalement relié sous le général de l'armée, qui est le shogun. Puis ce que ça fait après ça, c'est un air hyper militaristique qui, le Japon n'a pas eu vraiment une grande croissance sous cette ère-là. Il y a du monde qui trouve ça romantique puis tout, mais factuellement, le restant du monde, puis c'est mentionné dans Itokiri, sont rendus à construire des flottes navales de battleships, puis eux autres se battent encore avec des arcs à flèches puis des épées. Il y a eu un gros retard technologique et sur les conditions de vie du Japon à cette époque-là. Fait que tu as eu des loyalistes, et le film qu'on va parler ce soir couvre quatre loyalistes importants dans l'histoire du Japon qui ont renversé le pouvoir du shogun pour le redonner à l'empereur. Et c'est à ce moment-là où c'est qu'on a eu la réforme Meiji sous l'empereur Meiji, qui a, en dedans de quelques années, pour vulgariser l'histoire, le Japon a passé de l'ère médiévale à compétitionner avec les États-Unis sur l'industrie automobile. Fait que le Itokiri, qui est un excellent film, ou, en tout cas de mon opinion, je pense qu'on s'aligne là-dessus, raconte l'histoire c'est une époque de la fin de l'ère Edo, où ce que tu as eu quatre samouraïs, les Itokiri, qui étaient connus, sont connus comme étant des personnes intuables, légendaires, quoi que ce soit, et principalement pas les personnes les plus valorables de cette histoire-là, mais on se centre sur le, 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 le Grant, le gars qui a fait la job sale Ouais. pour d'autres personnes. Fait que, Qui est un peu comme une espèce de chien criminel pour son maître, on peut dire, là, celui on peut le dire, il se décrit lui-même comme un chien, puis l'analogie du chien est souvent récupérée dans le film pour décrire le personnage principal, Iso, si je me souviens bien de son petit ouais. nom. D'ailleurs, ce film-là a été
remaké par. Il en a fait un remake moderne un peu. C'est Takashi Miike. Le film s'appelle Izo en 2000. C'est une espèce de remake très libre de Itokiro. Hmm. L'action se passe au médiéval et ça switch sans retenue contemporain. Ils commencent à se battre dans le médiéval, puis après ça, ils se battent sur un bombe, puis après ça, on revient à... C'est un film, je dirais que c'est un des films les plus ratés. Il a essayé quelque chose, Mickey, mais complètement raté, ça. Ouais. Ben, c'est un directeur que j'aime bien, très proliphérique, fait que dire qu'on aime Ouais, bien, ah, ça veut dire ce que ça veut dire. c'est ça. Mais disons que si tu me parles d'un drame historique ou une époque importante ou genre développement de personnages, j'ai rien contre qui traite la même période, mais quand tu me dis qu'il s'attaque à un film de ce calibre-là pour l'interpréter lui-même, avant de connaître le projet, j'aurais souhaité la meilleure des chances. Ben, il a fait un remake après ça d'Harakiri aussi, qui est un chef-d'œuvre de ce genre-là aussi. Ouais. De 1963, plus vieux, il en a fait un remake un petit peu plus fidèle, mais encore là, je trouve que c'est complètement raté et ça fonctionne pas. Mais bon, ça, ouais. Il y a des gens qui aiment la Harakiri de plus que Iso, mais bon, là, on s'éloigne un peu, mais c'est juste pour dire que les Japonais aussi, comme tous les pays, on aime ça remaker nos propres films. C'est partie de la culture populaire. Regarde. Moi, je considère qu'il y a des très bons films, puis il y a des très bons films à écouter entre amis comme Killer Clown from Outer Space. Ouais, c'est sûr. Euh, je te dirais que les films de samouraï classiques que tu as mentionnés, c'est des très bons films qui sont très très loin de Killer Clown from Outer Space. Takashi Miike a fait Ichi the Killer que j'aime bien. Oui, non, j'aime certains films de Takashi Miike. On va Oh, sûrement ouais. en parler. À un moment donné, on va peut-être parler un peu de ces films. Peut-être tu vas vous recommander peut-être ces films un petit peu plus obscurs comme Sun Scared ou un film du genre. Ah, il a fait un bon remake, c'est vrai, que Graveyard of Horror. Ouais, Graveyard of Honor, qui est un remake d'un film de Fukasaku sur un vrai gangster qui semait la terreur dans les années 70, qui s'est suicidé dans une prison. Fait que finalement, il est quand même capable de faire des fois. Si ça avait un hit and miss, c'est sûr qu'à cette époque-là, il tournait 3 4 films par année. Et il Ah, s'est beaucoup calmé, mais c'est ça. Donc, ça, on revient à nos moutons, comme qu'on peut dire, ou un autre chien, à notre chien. Fait que c'est joué par. Ouais, c'est quoi son nom? euh, Qui est, Shitalo Katsu. ouais, c'est ça. Shitaro Katsu. Qui est plus connu pour avoir joué avant ce film-là. Il a joué dans la série des Aitochi pendant longtemps. C'est lui qui a campé pas mal tout le temps le personnage du espèce de justicier aveugle aussi. Donc, ça aussi, c'est des films de Chambara qu'on parlait. Puis, il a aussi joué dans la série de Lone Wolf and Cub, Lone Wolf and Cub, qui est une adaptation d'un manga, puis qui a été mieux connu ici en Amérique du Nord sous le titre Shogun Assassin. Ouais, ben, Qui est une espèce de remontage des 2 premiers épisodes qui a eu 6 films en tout, mais c'est comme une espèce de montage des 2 3 premiers épisodes, juste ça fait tellement longtemps, là, avec la musique qui avait été refaite complètement, ouais, ouais. une musique C'est électronique. dépendamment dépendamment de quel, de votre héritage culturel. Ouais. On a entendu parler de Shogun Assassin, soit à cause de Quentin Tarantino avec Kill Bill, qui le mentionne à profusion dans son film. Puis, ou sinon, ben, Liquid Sword, à l'origine du Wu-Tang, c'est un resample avec du hip-hop par-dessus, littéralement des voix puis des sound effects qui viennent de ce film-là. Les deux, c'est des classiques. Euh, la télésérie aussi. Euh, Ce que je te dirais qui est le fun par rapport à Lone Wolf and Cub, puis je trouve son personnage se rapproche plus de Itokiri parce que euh, c'est le gars, il a une certaine corpulence, il a pas nécessairement l'air menaçant. Puis dans Zaituchi, c'est ça qui est le fun, c'est que tu t'attends à rien du petit bonhomme Podji, mais qui est quand même en esprit de bonne shape, aveugle, puis il te prend vraiment par surprise. Puis même si c'est des personnages qui se rassemblent dans Itokiri, il joue le chien enragé que
le- il a juste besoin de dire son nom, puis le monde va comme, OK, c'est beau. C'est bon, on t'écoute, là. On ferme notre gueule, on sait que tu sais comment te servir d'un épée, là. Ben, au début, il a le désir aussi chez lui de devenir le meilleur sabreur, là. Il observe un combat qui a lieu en cachette. Il veut apprendre à être le meilleur des meilleurs, comme un peu, là. Parce qu'il sait qu'il a comme une force brute, mais maintenant, il faut qu'il apprenne à la contrôler ou encore à massacrer ses adversaires. Ce qui Tokiri, tu l'as dit, c'est ça. Donc, puis, il y a comme son maître un peu, donc celui qui va lui donner comme l'émission un peu, qui est campé par Tatsuya Nakadai, qui est probablement l'acteur japonais le plus, mettons, On va dire, après Toshiro Mifune, mettons, c'est peut-être l'acteur japonais qui a joué dans plein de films de Kurosawa, peut-être le plus, que les critiques aiment le mieux, mettons, là. mais oui, Tatsuya Matin. Oui, Ouais, c'est pardon. ça. Ben, il y a un film sur Toshiro Mifune, oui. Ouais, Mais ouais, sur Nakadai, Mifune, ouais. Nakadai, je ne sais pas, par exemple. Mais Ah, bon, OK. c'est quand même un acteur très, très apprécié. Puis, il joue dans plein de films là, Ouais, de Kurosawa et tout. Donc, c'est ça. Donc, puis il y a aussi un autre personnage, il faut le mentionner quand même, qui est un autre personnage important dans le film qui est campé par Mishima, Yukio Mishima, l'écrivain ouais. qui s'est harakiri 1 an après la sortie de ce film-là devant pour protester là, contre le gouvernement. Il s'est harakiri. En tout cas, il y a Ouais. un film de Paul Schrader aussi sur sa C'est- vie en 4 chapitres qui est excellent. Il est Mais excellent. C'était lui, je pensais, j'ai inversé les deux acteurs, je m'excuse. OK. Mais, Donc, lui, donc, c'est pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, lui, il a étrangement le même sort qui est réservé dans Itokiri, que un espèce de personnage prémonitoire qui a joué un peu comme Leslie Chong, un acteur chinois qui avait joué dans un film où c'est que il empêchait quelqu'un de se suicider, de se garrocher en bas d'un immeuble, puis finalement, lui, il s'est garroché en bas d'un immeuble 1 an après. Donc, c'est un peu étrange, comme des fois des coïncidences, mais ben, bref, c'est plus une coïncidence. L'acteur a viré un peu weird, ou en tout cas, sans jugement. Chacun a le droit à ses opinions politiques. ouais. M- Mais il a littéralement essayé de renverser le gouvernement parce qu'il considérait que l'identité japonaise, après que les Américains ont réécrit la Constitution, c'était, ils perdaient leurs racines ou quoi que ce soit, fait qu'il était vraiment pour remettre il est devenu l'incarnation pratiquement du personnage qu'il jouait, de vouloir rétablir être une figure de proue pour rétablir le pouvoir de l'empereur au Japon. Fait que c'est C'est quelque probablement chose. pour ça qu'il avait accepté, parce qu'il était pas. On s'entend qu'il est plus connu comme écrivain que comme acteur, là, mais bon, il joue de temps en temps, donc voilà. Donc, c'est un film. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le film? Le personnage c'est ça, c'est Mishima qui joue le boss de. Non, c'est Nakadai. Ah, c'est Nakada, ouais, pardon, mais c'est ça, NP Takeshi, qui est, dans le fond, c'est l'antagoniste qui Il va mérite. manipuler, puis il va contrôler son espèce de chien enragé. Ah, mais quel être détestable. Tu sais, oui, il y a beaucoup de crédit qui revient à Shintaro Katsu, là, le personnage principal. Mais le vilain du film, on aime tellement le détester à chaque occasion, chaque scène, sans même bouger. Puis tu sais, il y a beaucoup d'interactions que c'est juste lui qui est là, qui est assis, puis qui fait juste parler Mm, à son subalterne ou quoi que ce soit. Puis la manipulation maladive, à quel point il est aucunement digne de confiance ouais. de ses disciples. Historiquement, c'est un daimyo, là, c'est un chef de province qui, dans le fond, manipule le monde autour de lui et profite de ses excellents assassins pour pouvoir avoir de plus en plus de pouvoir politique Mm, dans la capitale. Mais quel être détestable, indigne, une loque humaine qui mérite des claques au minimum mm. et sans gâcher le. Ah,
il m'a enragé à plusieurs, à plusieurs reprises. Oui, C'est, effectivement. Puis c'est- le film, c'est ça, le film est quand même assez très, très plastique, très. Il n'y a pas tant de personnages que ça, là, même si l'autre il fait comme ses guerres de coulisses ou ses manipulations, ses manigances, mais puis c'est un film aussi qui est quand même assez long, 2h20, je crois, la durée du film, mais qui n'a pas beaucoup de scènes d'action non plus. Mais c'est typique des films de Jedi Geiki ou John Barra, là. C'est comme, t'as juste comme trois, quatre scènes de ces genres de scènes d'action brutes, mais c'est brutal et sanglant à stock, là, comme on peut dire. ouais, ben, C'est pas de la voltige dans les airs puis des choses comme ça. C'est vraiment, on entend les coups du sable qui percent la chair puis qui passent à travers. Puis ouais, ouais. Puis, les cris des personnages aussi qui ont à la fois peur de se battre puis quand ils souffrent, quand ils reçoivent un coup. ben, juste la froideur, c'est une des premières scènes d'action où il prend une lanterne puis il s'en sert pour s'assurer que le sang, parce qu'il y a des splashes de sang, mais les splashes de sang sont contrôlés, mais lui il tient à contrôler le splash de sang de quand il rentre sa lame qui est plus longue que ses collègues dans le corps de son adversaire qui est déjà paralysé. Ouais. C'est Les scènes d'action sont efficaces, sont bien tournées, sont captivantes, ce qui est, ma foi, pas nécessairement toujours le cas dans des films historiques. Non, 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 ça c'est vrai. Ben, lui, Puis, ouais, c'est vrai. Sauf que lui, c'est ça, c'est tout fluide. Même, vous avez remarqué, comme la séquence la plus longue d'action du film, c'est en fait, c'est le personnage de Shintaro qui, lui, il a appris qu'il y a comme une espèce de tentative d'assassinat par son maître et d'autres qui attaquent une taverne, puis lui, il comprend pas pourquoi il n'a pas été comme qu'on ouais, lui a demandé d'aller comme assassin. Fait que quand il apprend ça, il est comme fâché, il part avec son couteau, il part à courir, puis il court pas comme genre pendant 10 minutes, là, il court pendant une journée complète pour ah, aller rejoindre facile. les autres. Donc, quand Ah, il arrive à la taverne, c'est comme tout filmé dans une espèce de plan latéral ou en grande partie, qui rappelle peut-être Old Boy, si vous l'avez vu ou de quoi. Donc, c'est comme une longue scène séquence comme ça, quand il arrive, puis il y a déjà le carnage qui est déjà entamé. Fait que lui, quand il joint de la partie, puis c'est comme. Tu peux juste. À partir de. Je pense à partir de ce moment-là, c'est là que le personnage devient plus sympathique, parce qu'avant ça, il nous présente peut-être comme un espèce de chien fou, un peu plus froid, une espèce de grosse bête féroce. Mais là, tranquillement, il va comme s'humaniser et se montrer. Il va devenir. vois-tu, moi, c'est parce qu'il y a son meilleur ami qui est un personnage récurrent dans le film, qui lui, euh, qui lui raconte littéralement un mythe ou un conte folklorique d'un chasseur et de son chien. Je Ouais. raconterai pas l'histoire. Puis à ce moment-là, clairement, le film nous dit, regarde, le chef de la province, le daimyo, c'est le chasseur, puis le personnage principal, c'est le chien. Par la suite, le daimyo décide de mentir. Fait comme non, t'as congé aujourd'hui, t'en fais pas, fais-moi confiance, tu peux aller passer du temps avec ta prostituée. Et quand il apprend par la plate-bande, le monologue, la rationalisation qu'il fait, puis il est là, puis comme il hurle son bonheur que c'est d'être le meilleur tueur pour son daimyo puis pour la cause. Moi, c'est là où c'est que il, il commençait à faire comme man, pèse sur le break parce que ton ami avait raison il y a 15 minutes, là. Mais c'est ce qui rend le film intéressant. Puis je vais, je vais récupérer quelque chose que tu as dit tantôt, c'est que le, même s'il y a beaucoup de personnages, puis de base, comme je disais, là, il y a quatre samouraïs légendaires qui sont considérés les quatre Hitokiri de la fin de cette ère-là. Mhm. Le fait qu'ils se concentrent sur les deux, puis que les deux principaux, là, l'antagoniste et le protagoniste, puis que les deux autres sont très secondaires, ils ont comme quelques scènes pour que, si vous connaissez l'histoire, sont là, puis ils ont un personnage, puis whatever, là. Ça cimente le film
sans s'écarter. On n'a pas comme 11 personnages, quoi que ce soit, là. C'est comme, c'est un gars, sa prostituée, puis son chef qui, franchement, il aurait dû manger une coupe de bas de kick dans le cul quand il était plus jeune, là. Ouais, c'est ça. C'est... Moi, parce que souvent, pour d'autres films aussi que Kuzaku en a tourné, comme The Fall of Aku Castle ou d'autres choses comme ça, c'est des films avec beaucoup plus de personnages, d'engouement, encore plus, parce que tu sais, souvent, on t'introduit même tel personnage dans la préfecture de choses, tel boss, tel boss, tel boss, ça devient un peu confondant. Là, ici, lui, c'est comme plus intimiste, l'approche d'Hideo Gosha cette époque. Il a plus centré ça finalement sur l'espèce de relation un peu amoureuse, on peut dire. Ben, lui pour son maître, alors que l'autre, il l'a toujours méprisé tout le long du film. Ah, c'est désagréable. C'est... je regardais ça, puis sans blague, je commençais à un petit peu trop faire des parallèles avec le capitalisme sauvage, puis comment que le middle management ont tendance à traiter leurs employés ou des affaires de même, là. J'étais Ah, juste mais c'est comme, sûr que c'est le rapport des classes aussi, là. C'est sûr que l'autre, il profite du fait que l'autre, il est un peu illettré, il est un peu, tu sais, il couche avec la prostituée, puis tout, fait qu'il ah, il en profite, là. c'est sous-entendu qu'il est sous-payé quand il décide de démissionner, il s'assure que l'autre ne trouve pas de job. Ouais. Plus j'en parle, plus je le déteste. Mais au-delà de ça, on a parlé des scènes d'action qui sont vraiment engageantes. T'as-tu une... La direction photo est magnifique, là. Oui, C'est définitivement. très sombre, là. Il y a peu de scènes dans le jour. Se passe souvent le soir ou la nuit ou à l'aube. Ouais, En ben général, c'est très pluvieux aussi, donc les scènes se passent, ben, ils traitent, le personnage principal s'auto-médicamente dans un bar, ou ben je me souviens plus c'est quoi le terme, d'une maison du genre, ouais. ou sinon à l'intérieur avec sa prostituée avec qui il est en amour et qu'il sauve à la fin. Mais les scènes extérieures, ben, c'est des scènes justement d'action, c'est que c'est de l'assassinat qui se passe ou que c'est des combats, puis ben, ils font pas ça en midi, en plein jour, généralement. Mais moi, ma scène préférée, tu l'as mentionné tantôt, là, c'est vraiment le bout où c'est que il est avec sa prostituée, il apprend, puis il part à courir, puis toutes les scènes d'action jusqu'à temps qu'il se rende à l'intérieur pour tuer tout le monde, ça aussi c'est le fun, mais tout l'avant jusqu'à temps qu'il rencontre quelqu'un qui lui demande mais qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. C'est beau, puis ben, ça se passe le jour aussi, là, en partie, c'est... Ça se passe sur 24 heures à peu près, non? Plus ou moins. C'est pas marqué la durée, mais tu peux deviner que c'est à peu près ça, le parcours qu'il fait. Puis aussi, il part en hurlant aussi, il hurle tout le long, là, Ah ouais, il est complètement enragé, il a juste le goût comprend pas, je pense que quoi qu'on l'ait écarté, puis là, il veut juste se joindre la partie, en tout cas, c'est magnifique. ouais, C'est ouais, vrai que c'est... c'est la même. J'avais hâte de revoir le film d'ailleurs parce que je l'avais vu il y a à peu près 20 ans, peut-être, quand le DVD français était sorti. Donc, c'est ça, je connaissais peu du réalisateur Hideo Gosha. Je connaissais un seul de ses films parce qu'on s'entend que il y a jusqu'à peu près 20-25 ans, les films japonais, c'était très peu exportable, on s'entend, là. Donc, là, c'est avec la numérique et tout que c'est revenu. Donc, Hideo Gosha, il faisait partie de ces genres cinéastes japonais comme plus sous-estimés, là, comme c'est genre il est un peu dans l'ombre des plus grands cinéastes, mais qui a quand même une réputation d'être un grand maître du cinéma japonais. Donc j'avais hâte de découvrir ses films. Puis Kokiri est peut-être pas son film le plus connu. Ses films les plus connus, je dirais, c'est son premier qui a été édité par Criterion, qui est Three Outlaw Samurai, qui est un OK. film aussi de ce genre-là, de Chanbara, ou Jidaigeki. Puis aussi Goyokin, qui est un film d'horreur qui avait tourné tout juste avant. Euh, Kuroneko et Goyokin, qui sont deux films d'horreur, mais des films d'horreur historiques, culturels, folkloriques, donc du folk horror, qui est très à la mode aujourd'hui. On peut dire le folk horror, mais c'est des films, excellents films qui avaient tourné tout juste avant avec Kokiri.
Moi, j'avais entendu parler, je n'ai pas encore écouté de la duologie Samurai Wolf. Ouais. Euh, je dois avouer que je pense que c'est mon premier film d'Hideo Gosha, j'en veux plus. Puis je suis content de l'avoir écouté parce que c'est un des directeurs que tu me mentionnes. Comment t'aimes ce type de film-là? Ouais. Si t'aimes Kurosawa, si t'aimes Seven Samurai, Sanjuro, toutes ces affaires-là, les chances que t'aimes du Hideo Gosha, tu me répètes tout le temps, écoute-en. Hunter Euh, in the Dark, je pense que c'est son dernier film de ce genre-là qu'il a fait avec Sonny Chiba, entre autres, en 1979, qui est excellent aussi. Qui a des moments de flamboyance c'est ça que j'aime de ces films, c'est qu'il prend le temps des personnages, donc si tu cares à propos des personnages, qu'ils sont bien établis, donc quand les scènes d'action arrivent, tu root pour eux autres. C'est pas juste une scène d'action pour une scène d'action, ça a un purpose, ça a comme un but dans le reste du ouais. film. Puis je pense je suis pas un étudiant en cinéma, là, mais je pense que le terme pour expliquer que quand tu tournes une scène, même si le résultat final est en 2D, pense à ta scène en 3D, je pense que ça s'appelle du boxing. Ouais. Je sais pas si le terme, je sais pas si c'est le terme qu'il utilisait pour quand il faisait ses films, mais il a compris l'emplacement de. Justement, je parlais des interactions, que souvent c'est des scènes de bureau, là, que t'as le gars à genoux, t'as son subalterne, puis t'as le samouraï qui est là à côté, qui fait une joke plate pour faire ha ha ha. C'est pensé en 3D, l'éclairage est pensé en 3D, c'est pas juste flat comme image. Un exemple qui me vient en tête pour comparer une composition de scène en 3D comparativement du 2D à une image flat, c'est ironiquement quelque chose qui a été fait en CG de A à Z pratiquement. C'est les trois Spider-Man qui se battent autour de la Statue de la Liberté dans un des derniers films de Spider-Man. Je sais pas si c'est le dernier ou whatever. Là. Tu regardes le film, Hum. puis c'est pas dynamique. T'as comme, OK, t'as trois Spider-Man qui peuvent bouger en trois dimensions et remplis de personnages plus grands que nature, littéralement des super vilains. Et c'est aussi dynamique que le premier stage de Super Mario Bros. Quand tu regardes ton petit frère jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est fait. À regarder du Hideo Gosha c'est quoi, c'est les années 50 qu'il a fait Itokiri? Euh, 69, pardon. Mais oui, puis aussi, il tourne en vrai scope. Là. On s'entend que il utilise le maximum possible de ce qu'on peut utiliser comme image. Là. Tu sais, c'était le vrai scope de l'époque. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux faire l'illusion d'un scope, puis ça ne l'est pas. Là, mais c'est ça. Donc, la Non. plupart d'à peu près tous ces films, je pense, ont été tournés en scope, à moins que je me trompe. Là, mais Admettons que tu m'as vendu à Itokiri, ouais. puis factuellement, tu m'as vendu à Itokiri. Un jumping point à partir de là, on s'en a parlé d'Hideo Gosha, là, il y en a, là, tu me disais, son plus populaire, c'était probablement celui qui a été édité par Criterion, qui est probablement Il y a disponible. Three Outlaws Samurai, mais je te dirais que c'est son film le plus connu. Il a fait 25 films en tout. Mais il y a Sword of the Beast aussi, qui avait été édité par Criterion aussi, qui était son deuxième film. Mais si je me fie à, mettons, la popularité, ce serait celui-là et Goyokin aussi que j'ai parlé tantôt. On a-tu un autre directeur dans le même genre, à part Kurosawa, qui se rapproche moindrement de ça? Ouf, je viens de te poser une colle là-dessus. Fukazaku, il a touché pas mal à tout, mais il a fait quand même beaucoup de Jidaigeki. Il a fait beaucoup de films d'action. Il est surtout connu pour sa série des Battle Without Honors and Humanity, là, ces films de gangsters, mais il a aussi quand même tourné quelques-uns de ces films-là. Sinon, il y aurait Kon Ishikawa aussi, peut-être, mais Kon Ishikawa, lui, il tournait plus comme des. Il y a un auteur de japonais que le nom m'échappe, mais qui écrivait des livres un peu des espèces de meurtres et mystères, mais historiques, là. Un peu à la Agatha Christie, là, mais avec un inspecteur et tout. Donc, il a tourné une série de films, là, dont Eight, Eight, euh, Eight Tombstone, Graveyard Tombstone, en tout cas, je ne sais plus, là, les titres, j'aurais dû les noter, là, mais bref. Lui aussi a tourné quelques films de ce genre-là, mais lui aussi, c'est un touche-à-tout qui est pas mal touche-à-tout.
cinéaste japonais. Mais je te dirais que je sais pas, peut-être un autre nom, sinon je le pluggerai dans un autre épisode si, s'il y a un autre nom de cinéaste de ce genre-là qui. Ben, regarde, on a parlé de Zaitoichi. Je m'en voudrais pas mentionner Ah oui, mais il y a, ceux-là de Kitano, on mentionne pratiquement Takeshi Kitano à tous nos épisodes. ouais, il y a Qui était. Kenji Misumu aussi qui a fait les longs Fun Cup, en a fait quelques autres. Ouais. Puis il y en a un autre cinéaste aussi qui a fait La Lame Infernale. Donc, il faudrait juste me souvenir du nom. Mais lui aussi est un spécialiste un peu de ce genre-là. Mais lui, c'était dans les années 60. Il y a Ah, eu il y a eu le remake de Kitano qui était très bien. Qui se finit dans un morceau d'anthologie de numéros de claquettes qui est magnifique. Mais sinon, celui de Dolph, là, ça me dit absolument rien. Pour vrai. ah non, c'est pas avec Dolph, c'est avec quelqu'un qui s'appelle l'acteur qui fait le méchant dans Blade Runner. Ah oui, oui, ok, Blind Fury. OK. Ouais, Blind Fury, c'est ça que je cherchais. Ouais, c'est une espèce de. Bah, c'est pas vraiment un remake, là, on s'entend que c'est Non, juste non, c'est pas un un, remake, mais. un personnage d'aveugle ouais, qui utilise son. C'est comme plus une espèce de version moderne, mettons, là, mais qui était pas si mauvais que ça non plus, on s'entend. Fait par Philip Noyce, un réalisateur qui a fait, entre autres, plus connu pour Dead Calm, avec Nicole Kidman, et Billy Zane, et Sam Neill. Donc, c'est ça, Ouais, c'est ça. C'était quand même bien, là, il me semble. Ouais, bon, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, Il non, ça n'y n'a a rien rien, à là. voir. Ça n'a rien à voir à part juste que c'est ça. Curieusement, le personnage de Campé par Edgar Howard, il est aveugle puis il tranche du monde Ah, avec ses épées, là. moi, je suis d'avis que il avait vu une couple de Zaitochi quand ils ont écrit le Ah non, script. c'est clair, c'est clairement une influence, là. Mais c'est juste, à part d'avoir ça, je veux dire, il y a rien d'autre, là. Ouais. C'est pas comme Tarantino là, qui va aller exactement Copier des scènes par scène. c'est ça, plan par plan, même, je te dirais. Mais Blind Fury, ce qui me surprend, excuse-moi d'insister, ce Fureur chef-d'œuvre-là, aveugle en français. c'est. J'ai des jeunes de 20 ans qui me recommandent Blind Fury. Je suis surpris, comme je me souviens d'avoir. Il est devenu culte, en fait, parce que ce Ouais. film-là, c'est ça, à l'époque, avait été très mal reçu. Puis il est comme passé dans l'oubli, puis là, évidemment, avec les ressorties WebRip, puis le numérique et tout, puis donc les gens, des fois, redécouvrent certains films. Puis je pense que c'est ça, il est devenu comme une espèce de petit film culte avec le temps. Ben, tant mieux. Genre, tu sais, je parle souvent que parfois j'ai l'impression que découvrir le VHS que tu avais l'impression d'être le seul à avoir trouvé. Si le monde tombe sur Blind Free à cause de Twitch, à cause de peu importe les façons qu'ils tombent sur des nouveaux films, Ouais. ils tombent sur Blind Free, tant Non, mais mieux. c'est le fun, Puis, parce que c'est ça, ça va peut-être les laisser, puis là, c'est peut-être qu'ils se disent que, ah, finalement, peut-être que, attends, je cherche le nom du réalisateur que je te parle, un autre film japonais, mais là, je ne retrouve plus. Mais bon, il a fait une trilogie de films dans les années 60 qui est excellent, mais bon, le nom échappe. Voilà, mais oui, c'est le fun que peut-être justement ça peut-être les intéresse à découvrir peut-être l'origine de. Ils vont s'apercevoir qu'il n'avait pas juste un tueur aveugle. C'est pas, c'est pas Rutger Hauer qui ouais. a inventé le genre. Ouais, non. Euh, ben, je vais rien y enlever, là, un excellent acteur. Semaine prochaine, c'est toi ou moi qui a choisi le film? Ouais, je C'est. Oh! Oh boy, fait qu'il faut. OK. pense que tu as choisi un film encore plus vieux que celui-là, un film des années 50. Oh Un oui! genre très différent. Oui, je ne l'ai pas encore écouté. C'est pour le monde qui aime Mad Men, une grande série américaine qui a, qui a quand même laissé sa marque. On écoute le remake japonais des années 50. OK. Fait qu'on vous laisse mûrir là-dessus, puis on vous présente le film la semaine prochaine.